Allez, salut à tous et bienvenue sur Full Court Alsace, votre émission 100% pour le basket alsacien. On va commencer avec la SIG qui a enfin offert une première victoire au Portel. Bah en fait non, c'était du tennis, mais on a quand même gagné en Coupe Davis pour l'équipe de France. Donc c'est plutôt cool. Une grosse victoire de l'ASA qui leur permet vraiment de continuer sur leur lancée et d'enchaîner différentes victoires. La NM1 avec Mulhouse qui a été gagnée contre les 3e à domicile, qui était à plus 20, c'est revenu, c'est reparti. On n'a pas vu Marius Chambre qui malheureusement a pris un coup. Par contre, grosse perf que ce soit de Samura ou Idic. Côté surprise, on a vu la défaite du BCNA en NF1, on a vu la victoire de Gaispo. Chez les filles, malheureusement, la SIG Association aussi a pris l'eau. Ça a été un non-match, mais bon, ça arrive des fois, il faut pouvoir jouer comme ça. On enchaîne ensuite sur la NF2 avec une grosse victoire de l'ASA à l'extérieur qui leur permet d'être 3e au classement. Les Panthères de Mulhouse continuent de s'enterrer en bas du classement et la SIG a malheureusement perdu aussi. Sur la NF3, une grosse surprise avec la défaite de Dutlenheim contre Viria, les dernières, et c'était le point marquant pour la NF3. Côté NM2, l'ASA Souffle qui continue de gagner et qui remonte en haut du classement, et surtout la très grosse victoire sur la forteresse imprenable de Holsheim qui gagne de 1 point contre Dourges et qui les fait remonter dans le top 3. Côté NM3, on a vu des victoires et des défaites, mais surtout ce qui est à noter, c'est Riedisheim qui gagne à l'extérieur et qui eux aussi remontent dans le top 3. Allez, c'est parti, let's go. Allez, on enchaîne sur les revues pro et on accueille Manu et Thib. Salut les gars. Salut Fab. Manu, t'as gagné ? J'ai gagné. Alors raconte-nous ton déplacement, parce que tu nous en parlais juste avant, c'était apparemment épique. C'était épique, mais c'était super sympa. Ouais. Et je rêve de faire ça tous les week-ends, à savoir tu pars le matin à 8h, tu rentres chez toi à 19h, tu gagnes de 50. Voilà. Okay. Le récap de match va être rapide en fait. Hein. Ça va être assez rapide. Ouais. C'est un beau samedi en vrai. Très beau samedi. J'ai pu profiter en rentrant, c'était nickel. Type, comment était ton samedi soir ? Moi ça va, hein, écoute. Voilà. On passe à autre chose, c'est ça ? Bah écoute, nous on est comme Monaco en Euroleague en ce moment, c'est-à-dire qu'on gagne pas. J'ai cru voir passer un truc comme ça. On a pas de problème d'argent par contre. ça c'est une bonne chose. Ok, on enchaîne direct sur la Betclic Elite. Betclic Elite, ouais, le match de la SIG contre le Portel. C'est ça. Qui a été reporté parce que la salle du Portel n'était pas dispo. Mais quand même, une stat importante, c'est la première victoire dans la salle du Portel cette année, puisque les Français en Coupe Davis ont gagné. Voilà. Enfin une victoire pour le Portel. Enfin une victoire pour le Portel. On pourrait presque la fêter, celle-là. Jeu 7 et match. Jeu 7 et match. Exactement. 3-1 même. On enchaîne sur l'Elite 2, directement avec Champagne contre ASA, 83-89, avec une grosse victoire de l'ASA. Grosse victoire de l'ASA, et comme je l'ai noté, à cœur vaillant, rien d'impossible. Oh, c'est beau. Eh ouais. Tu deviens poète. Ouais, je deviens poète, ouais, je fais des recherches un peu comme ça, j'écris des livres. Non, mais parce que, en fait, le résumé du match va être simple, mais l'ASA rentre mal dans son match, ils n'arrivent pas à faire de stop défensif sur le premier, deuxième quart-temps. Voilà, ils essayent de rester collés à Champagne Basket. Ils sont jamais très loin, mais ils sont toujours distancés d'une dizaine de points parce qu'ils n'arrivent pas à stopper Chamar Givens et Guillaume Gros-de-Singer, l'Alsacien de l'étape, qui était incertain avant le match pour un problème au dos. Finalement, il a joué, donc ça a fait du bien aussi à Champagne Basket. Champagne Basket qui est resté sur une grosse série, qui était dans le top 4. Donc tu t'attends à un déplacement quand même difficile. Jusqu'à la mi-temps, c'est compliqué. Ils sont à moins 11 à la mi-temps. Début de troisième quart-temps, c'est pas mieux. Ouais. Début de troisième quart-temps, ils sont à moins 16, moins 18. Ils sont à très exactement 67-49 à 3 minutes de la fin du troisième. Okay. Donc là, tu te dis, ok, c'est mal embarqué. Et là, Champagne, le bouchon qui pète, 4e quart-temps, Gilles Noël qui met 17 points sur ses 23 dans le 4e quart-temps. Il fait tout, et je tenais à le souligner quand même, il a même défendu. Et ça, je pensais pas le dire un jour, mais il a vraiment défendu. Il a fait des bons stops défensifs. En attaque, il a mis dedans, il a servi Vujic. Ils ont une très belle relation intérieur. Kylian Malvoya qui met pas beaucoup de points, il met 2 points je crois sur le match, mais qui a eu un vrai apport aussi sur le 4e quart-temps. Et après ça nous emmène dans les dernières minutes où l'ASA fait des stops. Devin Miles qui met un gros tir, ils encaissent derrière. Ils encaissent derrière, donc il y a égalité. Ils sont à plus 2, pardon. Temps mort pour l'ASA pour essayer de mettre un système en place et calmer un peu le truc. Ils perdent la balle sur le temps mort. Guillaume Gros-de-Singer qui va au panier, qui loupe malheureusement, il fait le ballon qui roule sur l'anneau. Solidarité alsacienne.
J'en sais rien, je pense pas, mais du coup, rebond. Après, Divine Miles qui remet un gros tir et Malwaya qui vient entériner la victoire en assurant les 2 lancers sur une faute à la fin. Donc, très grosse victoire à l'extérieur qui vient confirmer la belle prestation qu'ils ont fait à domicile face à Quimper et qui revient les placer à la 10e place. À la 12e place, pardon, 12e, à une victoire de la 8e place. De la 8e place. Qui pourrait potentiellement les envoyer play-off. En play-in, enfin en play-in en tout cas. Ouais. Play-in. Et ils jouent vendredi contre La Rochelle. À domicile. À la Forest Arena, et on y sera. Ouais, et si on fait un petit point stat, du coup, Nelson Phillips qui finit à 11,7 rebonds, 16 dévals. Divan Miles qui a eu un apport en fin de match, mais finalement il finit qu'à 11 points, 3 rebonds, 3 passes, 12 dévals. Et surtout Gilles Noël, 23 points, 4 rebonds, 2 passes, 23 dévals. Aranitovic aussi, très gros match, enfin important parce qu'il était un peu partout, 9 points, 3 rebonds, 5 passes, 2 interceptions. Et en face, à noter l'Alsacien, du coup Guillaume Grotsinger, que peut-être Elsa intégrera dans sa chronique aussi, parce que Guillaume, il fait une saison remarquable. Il a été formé du côté de Dessenheim, je le répète, mais c'est important à souligner. Qui finit une nouvelle fois avec 15 points, 3 rebonds, 8 passes, 18 dévals, et qui a un volume de jeu énorme cette saison et un vrai impact dans son équipe. Je suis pas sûr qu'il reste à Champagne l'année prochaine. Ouais, après avoir, mais Laza qui se relance bien au final par rapport à un début de saison qui est extrêmement compliqué dû aux blessures. Donc là, il commence à récupérer des joueurs. La validation d'Aranitovic aussi doit aussi libérer l'esprit, je pense, du coach, des joueurs en se disant, en fait, l'effectif, il est comme ça et maintenant, il faut aller jusqu'au bout avec cet effectif-là. Il y a plus de discussion. Et je pense que maintenant, on va voir comment ils vont avancer contre La Rochelle vendredi. Et Mazalski qui est revenu à l'entraînement aussi, qui apporte un joueur supplémentaire aux entraînements. Il y a Beyers qui doit revenir aussi début mars. En plus, donc ça va revenir. Hein. Ouais. Merci Thib, merci beaucoup. On enchaîne du coup sur la N1 avec, on était au commentaire du match Mulhouse contre Foss, donc contre les Bayers, avec Mulhouse qui a gagné 84-70. Grosse victoire. Hein, grosse victoire, très très grosse victoire. C'était les deuxièmes contre les troisièmes. Ils vont se retrouver en poule haute. Et du coup, c'est une victoire importante qui va compter. C'est ça, qui va compter. Et on va tout de suite venir sur le prochain match qui va être au Havre le 13 février, donc ce vendredi, qui là va être encore un match plus important pour Mulhouse, puisqu'ils jouent premier contre deuxième. Et ils ont gagné à l'aller Mulhouse parce qu'on l'avait commenté avec Thibaut. Ouais. Et c'est un match qu'il faut gagner pour Mulhouse s'ils veulent vraiment prendre une belle option sur la première place en poule haute. Donc on sait que tout le staff est prêt. On revient au match contre Fos-sur-Mer. Alors un match qui démarre fort. Hein. Honnêtement, il leur passe à un 14-2 au premier quart-temps. C'est assez fou. Il y a un point noir, un Marius Chambre qui n'était pas dans le 5, qui rentre, qui joue genre 1 minute 30. Il prend un sale coup au niveau du bas-ventre et on ne le voit plus du match. Il est préservé. Je pense qu'il était préservé sur tout le match. Diminué avec son genou, il était déjà diminué avec le genou, donc je pense qu'ils l'ont vraiment préservé. Mulhouse prend 20 points d'avance au milieu du deuxième quart-temps. Mulhouse rentre à la mi-temps avec 5 points d'avance. Début du troisième, Fos-sur-Mer passe à +1. Donc Mulhouse a vu fondre son avance de façon... comme neige au soleil. Comme neige au soleil, voilà. Justement, à Fos-sur-Mer, il paraît qu'il y a du soleil, donc c'est pas plus mal. Non, ils ont vraiment vu fondre leur avance. Par contre, ils ont été capables de remettre un coup de boost. Ils ont repris 15 points d'avance. Fos-sur-Mer revient encore une fois. Et là, en fait, il y a un Faulkner qui a décidé de tuer les débats. Grosse défense de Fos-sur-Mer. Ils sont à -2, -3. Et Faulkner met un tir à 2 mètres de la ligne au buzzer sur 2 joueurs de Fos. Et c'est fini. Derrière un gros dunk de Mukuna sur une interception, voilà, le match était fini. Mulhouse reprend 10 points d'avance et après c'est 10, 15 points, 20 points d'avance. Ils reviennent sur le jeu des lancers un peu à la fin. C'est vraiment un gros coup pour l'équipe de coach Franck, sachant qu'il a eu un Samoura qui a été hyper complet. Il met un peu plus de 10 points, mais surtout, il prend 9 rebonds. Il fait 6 passes décisives, 4 interceptions. Il sort à 20 dévals. Avec un Illich du début à la fin qui a été absolument fou. Franchement, il a fait un match de malade. Hein. Illich a fait un match de malade. Il a mis 21 sur le match. Il sort 20 dévals. Je crois qu'il est aussi meilleur rebondeur du match. Vraiment un très, très grand match. Et de l'autre côté Fos-sur-Mer, il faut noter Bridgewater, leur meneur. Il leur fait du bien. Il leur fait vraiment du bien. Il met 17 sur le match. Il distribue les bons ballons. Il se faisait plaisir, tu le voyais en fait. L'année dernière, il jouait en Elite 2, justement, il jouait à Champagne l'année dernière. Il marchait sur l'eau, pour le dire aussi, mais il marchait sur le Champagne du coup. C'est un beau joueur qui a bien plus que le niveau des NM1, pour sûr. Il peut aller jouer beaucoup plus haut, mais il leur fait vraiment du bien sur le match. Par contre, Mulhouse était clairement au-dessus.
Pas de discussion. Et comme on l'a dit, vendredi, gros match du coup contre le Havre, où là, va falloir gagner pour coach Franck, pour pouvoir prendre une belle option s'ils veulent jouer potentiellement la montée en Élite 2. Ils sont sur une belle série. prends une sacrée option. Hein. Ouais, ils sont sur une belle série. Ouais. Capitaliser dessus. Ouais, et le Havre qui est diminué encore avec Marc Gosselin qui est blessé, c'est quand même leur meilleur marqueur. Il faut capitaliser là-dessus et tu prends quand même une très belle option. Si tu bats Fos, tu vas gagner au Havre pour la deuxième partie de saison. Ah, tu prends en plus qu'une belle option, hein, sachant qu'on le répète. Ouais, Donc c'est les 6 premiers de chaque poule qui vont en poule haute et on ne garde que les points des oppositions directes. Ouais, c'est ça. Donc c'est-à-dire que tout ce que tu peux gagner si tu joues contre le 10e, le 9e, ben, tu le prends pas. Par contre, tes oppositions directes, tu les gardes. Sachant que Mulhouse avait gagné Fos, avait gagné Le Havre à domicile à l'aller. Donc ils prennent vraiment une très très belle option. Non, et puis même sur le calendrier aussi qu'avant justement les phases de play-off là, ou de refonte de poule, ils sont tapés quand même Loun le 5e, là ils ont joué le 3e, ils vont jouer le 1er. Ah ouais. Ah oui, c'est costaud. Et puis ils font 2 victoires, tu vois, pour l'instant, ça. sur les 3 matchs. Donc, non, il y a du match. Hein. C'est intéressant à voir, en tout cas sportivement. Maintenant, à voir si derrière, administrativement, le club suit ça. Ça va suivre, mais en tout cas, sportivement, c'est... En tout cas, c'était l'anniversaire du président vendredi, donc bel anniversaire encore une fois à lui. Et il a clairement annoncé que s'il pouvait aller en Élite 2, ils iraient en Élite 2. Donc c'est que administrativement, ça va suivre. Je pense bien. Donc, voilà. Donc, j'aime beaucoup les rêveurs. Pardon ? Qu'est-ce que tu dis ? J'aime beaucoup les rêveurs. Ouais, bon, après, c'est ce qu'il a annoncé lors de son discours d'anniversaire. Tant mieux. Hein. Exactement. On enchaîne sur la LF2 avec toi, Manu, avec SIG contre la Tranche Mélan. Ça va être assez rapide aussi, ouais, les gars. La SIG, elles font la tronche ou pas ? Ouais, c'était pas une tranche de rire. Hein. Ouais, elles font vraiment la tronche. Non, match très très difficile. Hein. Alors déjà, avant de commencer, donc il y a eu la décision administrative, là, donc elles ont bien perdu les 2 points au championnat. Donc elles se retrouvent maintenant ex-aequo avec le premier relégable, qui est Nice. Donc déjà, tu commences le match, tu as ça dans la tête, voilà. Mais en plus, tu joues contre le premier ex-aequo, donc oui, ça pique. Et dès l'entrée de match, la SIG, hormis là, les 2 premières minutes là, où elles passent, elles sont devant à 5-6. Et après, derrière ça, elles ne voient plus le jour. Elles prennent un 13-0, je crois, mené par une Célia Cardinal qui a été stratosphérique sur la rencontre. Elle joue 16 minutes. Et elle met plus de 23 points. Ouais, j'ai vu. Voilà. La SIG a vraiment essayé tout, mais là pour le coup, quand t'es à 35% à 2 points, t'es à quoi, 15% à 3 points. Ouais, sur un match comme ça, c'est un peu plus difficile, quoi. Donc le public était présent quand même, hein, ils ont quand même soutenu, mais bon, la marche était vraiment très très haute. Et tu notes aussi que la SIG a perdu Marguerite Effa. Ouais, Effa a pris un vilain coup en tout cas durant la rencontre, et donc protocole commotion. En tout cas, moi j'ai eu une page de pub sur la rencontre parce que j'ai regardé le match sur mon Mac, mais là franchement je sais pas quelles sont les données, enfin les suites en tout cas pour Effa, mais en tout cas ils l'ont perdu sur la fin de rencontre. Ok, en espérant que ce soit pas trop grave, et au mieux ce sera protocole commotion. Ouais, mais protocole commotion, c'est quand même une absence de... Non, c'est pas 3 semaines, c'est 7 jours. T'as entre 7 et 14 jours. Je veux pas trop m'avancer parce que je connais pas exactement le règlement, mais c'est un truc comme ça, et après il te faut un certificat médical du médecin qui atteste que tu peux revenir, reprendre la compétition. Ouais. Donc c'était assez difficile pour elles déjà, ce qui est un peu dommageable parce qu'elles étaient sur 2 victoires de rang là, et puis ça tournait plutôt bien. Sur un groupe, comme dit, qui tourne elles sont 7-8 en effectif. Elles vont à Nice le week-end prochain. Donc, qui est concurrent direct. Donc, je leur souhaite vraiment, en tout cas, de se rattraper là-bas et de gagner. Ouais. Bah, on l'a déjà dit, de toute façon, ne plus avoir au moins la SIG plus une autre équipe alsacienne en LF2, ça serait dommage. Et bien sûr. Hein. Si on peut avoir les 3, ça serait top, avec BCNA, Gaispo plus SIG. Maintenant, si on a au moins 2 en haut, ça serait déjà ça, quoi. On se le souhaite tous. Et au niveau des points stats, donc y a 2 joueuses qui ont un peu sorti la tête de l'eau, qui sont Mouyokolo et Dessé, qui sont à 10 points chacune. Par contre, sur 40, ça... Temps sur 40. Si t'as une joueuse qui met 30, c'est carrément un problème. On est d'accord. Ouais. Et Cardinal, qui est une ancienne Strasbourgeoise aussi, qui a joué à la SIG, et qui met 21 points, qui a 3 sur 4 à 3 points. En 18 minutes. Ouais, elle a fait mal. Hein. Voilà. Merci Manu. Merci les gars. Allez, on enchaîne sur la NF3 et on reçoit Charlène Blanc et Thibaut Ruff de Bervillers. Comment vous allez ? Ça va, merci. Ça va. Et vous ?
Au top, toujours au top. Et on a Toujours Manu au top. aussi, spécialiste consultant en féminin. Charlène, t'es capitaine du coup pour Bervillers. C'est ça. Et Thibaut, d'habitude, on t'a en consultant pour les jeunes parce que tu coaches aussi les U15 régions. U15 régions à Bervillers, mais t'es aussi assistant du coup sur la NF3. Avec Lucie, ouais. Lucie qui pouvait pas être dispo, mais on lui passe bien le bonjour. Avant de revenir sur votre saison, on va commencer par votre match. Un match que vous avez joué dimanche contre Shirine, donc contre le haut de tableau. Aujourd'hui, vous êtes malheureusement bas de tableau, si je puis dire. Charles ne rigole pas, c'est vrai, malheureusement. Oui, malheureusement. Ouais. On peut venir sur la question de est-ce que tu préfères le crossfit ou le basket, mais on va d'abord commencer par les classements. Bon, quand on gagne, je préfère le basket. Quand on perd, je crois que je suis mieux au crossfit. On va dire ça. On peut le faire comme ça, effectivement. Donc, du coup, ce week-end, vous avez joué Shirine, qui est quand même le haut de tableau, donc avec une défaite de 8 points. Est-ce que tu peux nous parler du match, du coup, Thibaut ? Ouais, alors défaite un peu frustrante malgré le fait qu'on joue une grosse équipe de Shirine. Ouais. Un gros début de match, on prend assez vite 10 points d'avance. Dans l'intensité, on est très bien. On domine Shirine dans pas mal de secteurs, qui reste au contact grâce à plusieurs lancers francs marqués, 9 points, 7 ou 9 points sur le premier carton sur des lancers. Et puis derrière, elle monte d'un cran, on a du mal à répondre, que ce soit sur le deuxième ou le troisième carton. On est encore devant à la mi-temps à plus 4, c'est ça, ouais. Et ensuite, on trouve plus de solution au troisième. On est très maladroit. On finit à 15 sur 34 au lancer franc. Très compliqué de gagner. Ouais, j'allais dire, vous avez fait du lancer de kettlebell ou comment Voilà. ça se passe 15 sur 34 au lancer 15 sur 34 au lancer. On trouve plus de solution. Elles mettent une grosse agressivité défensive. Ça met les bras partout. C'était très, très physique comme match. Ouais. Après un dernier quart où l'écart monte à plus 15, on fait un gros run pour revenir à moins 4. Et derrière, fin de match serré où on perd un ou deux ballons, elles mettent 2-3 gros shoots. Et puis, défaite de 8 au final, mais frustrant. Frustrant parce qu'on se dit qu'il y avait peut-être la place de faire quelque chose. Et le message de Lucie, justement, à la fin du match, parce que moi je l'ai eu dans la journée, j'aimerais avoir votre retour à vous, en tout cas, surtout à toi, Charlène. Quel a été son message ? Parce que finalement, la prestation est quand même pas si déconnante que ça. On va dire, vous avez manqué peut-être de lucidité et de marteler en tout cas les stops que vous avez pu réaliser. Bah, son message, il était positif. De toute façon, c'était un peu un match qu'on prenait comme un match joker à domicile. On avait fait 2 bons matchs contre Dijon la semaine dernière et encore avant contre Gaispo. On essayait de surfer sur la même dynamique. Il y avait de la bonne énergie. On était toutes concernées par le match, donc c'est quand même plutôt cool et j'espère qu'on va garder cette même intensité sur les prochains matchs et en prendre 2-3 autres en plus, quoi. Oui, puisqu'en plus sur la marque, pardon. Non, vas-y, sur la j'allais marque, dire sur la marque. ouais, justement. sur la marque justement. Enfin, moi, ce qui vous suit quand même depuis le début de saison, je trouve intéressant parce qu'habituellement on ne voit que toi sur la feuille de stats, enfin du moins en points. Et là, pour le coup, d'autres de tes coéquipières, en tout cas, t'ont accompagné aussi sur la rencontre. Donc c'est que ça commence à prendre et que, en tout cas, il y a une sorte d'émulsion qui joue en interne. Ouais, elles sont en train de reprendre confiance, elles prennent leurs responsabilités, ça prend plus de tirs, il y a moins d'hésitation aussi, et sur le collectif, on s'encourage un peu plus. Enfin, c'est beaucoup mieux qu'en début de saison, c'était difficile, quoi. Ouais, mais là, vous êtes dans une phase extrêmement positive, c'est ce que disait Manu. On voit Fischer à 11 points, donc toi à 12, et Valéria Merlino à 11. Donc tu vois quand même qu'il y a quand même un apport, même de joueuses extérieures, parce que Valéria est arrivée cette année. Donc est-ce que ce collectif-là permet les avancées et les victoires que vous allez chercher actuellement ? Ouais, là, le collectif, ouais. Je pense que vu que l'effectif a pas mal changé depuis le début de saison, on a mis un peu de temps à se trouver, à amener une nouvelle dynamique, et là, maintenant, ça roule. On s'entend bien, même dans le vestiaire, ça se passe mieux aussi. Donc, vous avez changé de coach, voilà. vous avez changé. Il y a Lucie qui est arrivée cette année, qui était Ouais. prévue. Il y a des nouvelles arrivées en joueuses. La prénat tourne bien aussi, il faut le dire. Donc il y a ça aussi derrière. Je sais pas si toi tu étais déjà assistant l'année dernière ou pas. Oui, j'y étais déjà, oui. Après, oui, il y a eu beaucoup de changements. Un épisode qu'on n'a pas rappelé en début de saison qui met un contexte difficile. Bien sûr. C'est sûr. Voilà, beaucoup de changements. Un championnat que je trouve franchement beaucoup plus relevé que l'année dernière aussi, avec des promus qui n'en sont pas. On le voit, voilà. Duc qui est Chirac au tableau, et Duc, Chirac qui est au tableau. Chirac, voilà, clairement. même Bourg-en-Bresse qui est promu aussi. Ouais, c'est ça. Donc un championnat beaucoup plus relevé, donc un temps d'adaptation aussi nécessaire à toutes ces nouvelles choses, mais j'espère qu'on a pris le bon rythme là. Et là, vous venez de jouer un mastodonte en fait du championnat des NF3 en gros, parce qu'on Ouais. a beau dire ce qu'on veut. Moi, j'ai eu la chance de les jouer en pré-saison Shirine. Je sais pas si tu te rappelles les premières émissions qu'on avait faites, j'avais tout de suite dit pour moi Shirine top 3, tu vois. Et franchement, je les ai trouvées super complètes. Et quand tu regardes des équipes comme Champagnole, Dut, Shirine, c'est des mastodontes en fait. Oui. Comment tu vis en fait ces nouvelles équipes qui arrivent, qui sont construites autour de filles comme Sophie Vincent est partie, mais t'as encore, on va en parler de la presta d'Oriane Lux un peu plus tard, mais autour de filles qui ont joué beaucoup plus haut en fait et qui ont cette compétence d'apporter énormément sur le championnat NF3. Comment tu le vis toi en tant que joueuse aujourd'hui ?
Franchement, c'est compliqué. En fait, j'essaye de... moi, perso, je me dis qu'il faut se donner à 200% sur tous les ballons, sur tous les rebonds. Et après, j'essaye de faire de mon mieux et on essaye de tout répondre à notre manière. On essaie d'être un peu plus physique, peut-être, dans l'engagement. Et on fait de notre mieux pour répondre à ça. Après, aussi, on peut faire de miracles. La 15, Anna, je crois qu'elle s'appelle, de Chirac, à un moment donné, au début, on la contient bien. Fin de match... elle prend ses responsabilités, elle met des gros shoots, on est dessus, mais on peut pas faire plus que ce qu'on a fait. Ça rentre. Nous, parfois, on manque d'adresse. Il nous manque un peu cette expérience, Parce que finalement, Bervillers, en tout cas, moi, ce que j'en ai connu, ça a toujours été une équipe avec plein de grinta, qui se jetait sur tous les ballons, beaucoup d'agressivité. Qu'est-ce qui a fait, en tout cas, en début de saison, que vous n'ayez plus ça ? Et qu'est-ce qui finalement, depuis janvier, là, vous retrouvez justement un peu plus d'allant, il y a un peu plus d'homogénéité en tout cas dans votre groupe aussi. Qu'est-ce qui vous a poussé à ça ? C'est le fait que vous vous retrouvez quasi dernière du championnat et que vous dites c'est bon, il faut qu'on sauve la saison, ou alors finalement il y a un vrai truc qui s'est joué, d'un nouvel apport technique que Lucie vous a apporté ou pas ? Lucie, elle a quand même amené pas mal d'adaptations, notamment sur les plans de jeu, les systèmes, pour que nous, en tant que joueuses, on se trouve un peu mieux, qu'on soit un peu plus à l'aise aussi sur le terrain. Et après, par rapport à la Grinta, c'est vrai que je pense que c'est une de notre identité. Et début de saison, vu que c'était pas du tout le même effectif, on est quand même un effectif jeune, parce qu'avant que Lucie rappelle celle qui jouait en équipe 1 l'année dernière ou les dernières saisons, c'était moi la plus ancienne. Là maintenant, c'est plus moi, ça a ramené un peu d'expérience aussi et plus de combativité. Et ça a fait du bien. Les jeunes, elles suivent un peu plus le mouvement aussi maintenant du coup, et ça se bagarre, quoi. Donc c'est cool, c'est vraiment positif. Ce changement de mentalité et d'envie sur le terrain. Rien à voir par rapport au début de saison. Et sur le plan de jeu, moi je veux juste revenir sur un point, parce que ça a été annoncé la semaine dernière, si je raconte pas de bêtises. Lucie Battaglia, du coup, qui a été nommée coach France des U18, c'est ça ? U23. U23, 3-3. Ouais. Est-ce que ça a un apport particulier, le fait qu'elle soit coach 3-3 ? C'est une vraie question que je me suis posée, tu vois, de me dire, est-ce qu'elle apporte quelque chose de plus ou de moins, peut-être, qu'un coach qui est spécialisé 5-5 ? En tant que joueuse et en tant qu'assistant coach aussi, Moi, je trouve, notamment sur les exercices de travail individuel, elle nous propose des exercices vachement sympas, ça change de ce qu'on a l'habitude de faire. Aussi sur des petits plans de jeu, où elle amène en fait quelques situations qu'elle fait en 3-3 dans nos principes, en fait, et ça change aussi des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus. Et... Beaucoup de petites situations en fait, de sortie de temps mort ou de sortie de carton très simples sur des actions qui, comme c'est du 3-3, c'est sur 12 secondes de possession. Ouais. Mais voilà, pour chercher un panier rapide, pour perturber un peu l'adversaire qui ne le connaît pas, vu qu'on c'est que jouer sur des courtes séquences. C'est vraiment beaucoup amené. Elle adapte du coup à 5 et c'est vrai que c'est plutôt efficace. Ouais, donc tu as un apport, en fait. Tu as un apport technique quand même, qui est amené par son expertise 3-3. Ouais, quand même. Ouais, hyper intéressant. Tu disais que tu trouvais que le championnat NF3 était quand même beaucoup plus relevé. Ça fait quelques années, du coup, que tu joues en NF3. Tu as joué dans plusieurs clubs, que ce soit avec Beau de mémoire en NF3. Ouais, avec Beau, on était en prénat, ouais. Vous étiez en prénat, ouais. Okay. Qu'est-ce qui fait qu'il soit plus relevé aujourd'hui, le championnat ? Je trouve qu'il y a beaucoup plus de filles d'expérience. On voit Shirine, les 3 joueuses majeures qui ont toutes joué plus haut. Dut, pareil. Bourg-en-Bresse est aussi la meneuse, je crois, qui jouait en N2 et qui apporte beaucoup au scoring. Champagnole, pareil. C'est une grosse équipe et beaucoup plus d'expérience. Et je trouve que c'est aussi de plus en plus physique sur l'intensité. La densité, en tout cas, athlétique est plus importante. Je trouve qu'après les matchs, on est de plus en plus cassés quand même. À chaque fois, ça se bagarre bien, surtout en dessous. C'est l'expérience, Charlène. Ouais. C'est la vieillesse. Ouais. Non, c'est l'expérience. Je suis resté poli. Moi, j'ai dit c'est l'expérience. J'assume, mais... Non, ça joue, c'est costaud, quoi. Bon, après, moi, j'aime bien, c'est cool, mais c'est vrai que c'est plus relevé, quoi. Ouais, franchement. Tu sens vraiment cet écart physique, quand même, à un moment donné, qui pèse. Et côté coaching, parce que ça, c'est une discussion qu'on a souvent côté mec, tu vois, on se dit, il y a une professionnalisation de la NM3, il y a une professionnalisation de la PNM. Est-ce que côté NF3, on voit cette professionnalisation ? Je sais que je t'ai croisé il n'y a pas longtemps, tu m'as dit je vais voir Shirine, etc. pour scouter. Est-ce que c'est des choses, tu vois, qui n'existaient peut-être pas aussi avant ? Comment tu vois cette professionnalisation ? On prépare les matchs, on sent aussi que les coachs adverses préparent leurs matchs. Alors j'y étais pas, mais Lucie me disait qu'à Dijon, en face, il connaissait toutes nos formes de jeu. Okay. Voilà, donc si j'ai bien compris, il a été un peu surpris sur les nouvelles qu'on a mis en place depuis janvier, parce que celles-là, il n'avait pas pu les scouter. Mais c'est vrai qu'à la première annonce, il a annoncé à ses filles, et ses filles savaient exactement ce qui allait se passer. Nous, Lucie fait un gros travail aussi sur les vidéos qu'elle reçoit, sur les joueuses à cibler. Il y a toujours un petit focus sur soit un principe de jeu, soit une touche. Vous avez de la vidéo
vidéos, vous il y a une séance de vidéos durant la semaine que vous faites avec On en fait le avec la vendredi, coach, pendant 15 minutes. Ok. Sur c'est bien. l'adversaire, du coup, où lui s'y prépare. Après, on sait qu'on est dans une situation où il faut avant tout se focaliser sur nous. Donc, c'est pour ça qu'on se réserve que 15 minutes. On passe pas plus de temps sur le terrain à scouter et à décortiquer chaque principe de l'adversaire. Mais il y a une petite préparation, oui, comme à chaque fois, sur les joueuses majeures et les systèmes les plus joués de l'adversaire. Et si maintenant on revient juste sur Bervillers, le club, pareil, j'ai connu le club il y a 15 ans et 20 ans, les tournois et tout ce que vous faites derrière, ça reste un club féminin, parce que vous avez toujours été un club féminin, et félicitations à vous. Moi, il y a toujours des équipes masculines aussi, mais ça a toujours été une majorité féminine. C'est quoi les projets du club en fait pour le futur ? Les projets, c'est continuer à développer nos jeunes joueuses. On essaye aussi un peu de concurrencer avec Mulhouse, quand même, parce qu'ils sont à côté. Il y a une place en NF2 à prendre bientôt. Bientôt, ouais. Mais c'est toujours un peu embêtant. Moi, je coach les U18 à Bervillers aussi, et quand on forme les joueuses la semaine et qu'après, on n'arrive pas à leur proposer du championnat de France et qu'on les voit partir, c'est toujours un peu embêtant. Donc, on essaie un peu de concurrencer ça. On réfléchit à quoi mettre en place pour essayer de les garder au maximum chez nous, proposer plus de créneaux d'entraînement, un peu plus de suivi individuel. Avec une vraie possibilité de récupérer une carte à un moment donné ou pas ? Lazare Weyersheim a réussi chez nous. Ouais, on y réfléchit. C'est en réflexion. Après, il y a une grosse réflexion qui est menée aussi avec le conjoint de Lucie, Geoffroy Camerlen, qui est venu en tant que directeur sportif. Okay. Donc effectivement, pour réussir à proposer, à garder ses filles. Après, on reste un gros club dans un petit village. On a quasiment 400 licenciés, mais on n'a qu'une salle et demie. Donc, ça reste le principal problème. Voilà, le problème logistique. Donc, on y travaille, mais il y a l'objectif de garder ses filles et effectivement une carte France peut-être dans 2-3 saisons à moyen terme. Oui. Merci mais avec beaucoup. Avec quoi comme ambition aussi pour l'équipe 1, finalement? L'équipe 1, ça fait quand même 2 saisons qu'on parle d'essayer de jouer le haut tableau et de monter. Alors là, cette saison, c'était la grosse claque absolue après la saison dernière. Je crois que t'es pas la seule à l'avoir prise, si tu regardes BNS, etc. Mais clairement, on s'y attendait pas du tout. Je m'attendais à tout sauf à ça. Et du coup, un peu dur, mais ça reste dans nos objectifs. Le président est à fond derrière ça. Il nous suivra si on arrive à atteindre cet objectif. Je ne vais pas dire cette saison, mais... Là, je le rappelle, vous êtes 10e, ex-aequo avec le 7e. Il vous reste 9 matchs. C'est ça, 9 matchs avec les 4 concurrents directs à jouer encore. Wittenheim, Viria, BNS et Dadol Dijon. Donc 4 matchs à prendre impérativement et puis ensuite chercher un ou deux gros matchs, peut-être à Dude, contre BCNA, à Bourg-en-Bresse, enfin sur les autres équipes. Oui, il y a des choses à faire en fait. T'as quand même des portes ouvertes à un moment donné où tu te dis le championnat est ouvert. Oui, c'est pas encore terminé, ça c'est sûr. On y croit vraiment qu'on va aller chercher ce maintien le plus la vite première possible. pierre, c'est dans 2 semaines à Dut. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est annoncé pour ceux qui nous regardent. On viendra vous voir. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. À vous. Merci à vous. Merci. Allez, on enchaîne du coup sur les chroniques nationales avec Thibaut, Manu et Elsa. Salut tous. Salut. Oh, salut. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Alors, on commence avec la NF1 chez Manu, avec un match qui va être rapide. Centre fédéral contre Gaispo, 44-96. Match express, comme je l'ai marqué dans ma chronique. On est parti le samedi matin. On est rentré à 19h. On a joué à 13h30. Ça, c'est ce qui t'a marqué en fait. Ouais, mais je te le dis, ça m'a... C'est pas le match, tu vois. Tu te rends pas compte à quel point... En N1, à part quand tu vas à BCNA, tu l'as pas en fait. C'est ça. Parce que sinon, c'est jouer à Bordeaux, jouer à Martigues, jouer à Colomiers. Là, pour le coup, c'était vraiment plaisant. En plus, on a été accueillis dans le cadre de l'INSEP, qui est quand même vraiment bien sympa. Très belle infrastructure. Les joueuses en devenir, mais qui n'ont pas réussi. Qui n'ont pas réussi en tout cas à jouer face à nous. C'était un peu plus compliqué pour elles. On leur a mis tout de suite le couteau sous la gorge très rapidement. Irma, je crois qu'elle score 8 pour les 8 premiers points du carton. Elles sont à 0 encore à ce moment-là. Et donc on s'est permis en tout cas avec Laurence de pouvoir faire souffler nos cadres. Tourner, ouvrir les bancs. Mais par contre on a laissé de l'opportunité à nos jeunes joueuses, donc à savoir Romane et Merveille, qui ont vraiment fait un gros match. Romane a fini à 21 points, Merveille a fini à 18. Donc c'était très plaisant en tout cas pour nous. Et je pense que le point important c'est le prochain match. C'est le prochain match. Le 21 février à domicile contre BCNA. Gros match.
Gros match qui va vous nous voir opposer justement les premiers de notre poule A Nationale 1 féminine. Et j'introduis en tout cas la rencontre par la défaite de David ce week-end face à Montferrand. Qui a perdu de 3 qui points. est quand même une 62-65. belle surprise. Je te cache pas que on était tous devant nos écrans en tout cas, parce que ça nous a permis de pouvoir voir ça. Et qu'on était assez surpris en tout cas de la remontada de Montferrand. Alors j'ai marqué quid de l'absence de Lubna sur la fin de match. Ouais, Belabas qui n'a pas joué le fin de match, Ouais. c'est ça. Donc je pense que ça aussi, ça a vraiment mis à mal les espoirs de victoire en tout cas de David sur cette rencontre. Mais félicitations en tout cas à Montferrand qui quand même fait une grosse perf. C'est vraiment le match hold-up dans toute sa splendeur. David avait vraiment les clés en main. Il est à plus 10 à la mi-temps, plus 5 à la fin du troisième, moins 2 à la fin du match. C'est une défaite. Après, Qu'est-ce qui explique cette chute sur le match finalement? Est-ce que c'est Je sais pas l'adversaire si qui a vraiment mis un après, très bon système en place ou non, la BCNA coach en qui a- face, en fait, je pense que après Montferrand, c'est une équipe qui est vraiment très accrocheuse. Elles sont pas très bien classées, mais elles vont se maintenir. Mais c'est une équipe très très accrocheuse. mais l'absence de Belabas a pesé. L'absence de Belabas a pêché aussi. Je dirais, elle met 0 sur le match. Donc tu vois, t'as pas ces 15 ou 20 points habituels. Ouais. T'as Monique qui met 16, Lisa qui met 13, Lisa Lambert, et Célène Rico qui met 11. Mais derrière ça, voilà, après ça score plus trop. C'est dommage parce que il avait le match en main. Je sais pas du tout ce qui s'est passé au niveau de l'état de santé en tout cas de Lubna. Mais en tout cas, ça a été une aubaine pour Montferrand. Qui minute saisi après minute, qui zone après boîte, après rezone, après strict, après. Enfin, la coach en tout cas en face a vraiment proposé un clinique défensif là sur la deuxième mi-temps. David, les joueurs de David en tout cas se sont remis qui a beaucoup de situations de tir à 3 points, qui n'ont pas tout le temps mis dedans. Et derrière ça, ça leur a permis justement de pouvoir jouer des situations de fast break et de relancer le jeu. Elles ont eu beaucoup d'adresses aussi en deuxième mi-temps Montferrand. Par justement Serrault qui revient de blessure là, elle met 3 points dans le match, dont 2 dans le troisième quart, qui font vraiment mal, qui permet justement à Montferrand d'espérer quelque chose sur le dernier quart. Et elles ont espéré. elles ont espéré et elles l'ont eu. Merci Manu. On enchaîne sur la NF2 avec du coup une nouvelle défaite pour les Panthères Mulhouse à Nancy. Donc 76-66, moins 10. Moi, j'ai pas d'image sur cette semaine. La semaine dernière, j'avais dit c'est quoi ces derniers coups de pelle de terre sur le cercueil. Non, mais je pense que là, de toute façon, on est au bout. Après, c'est dommage parce que en fait, elles perdent clairement le premier quart. Okay. Elles sont à moins 10 au premier quart et ça va se traîner jusqu'à la fin de match. Ce qui est un peu embêtant, et je le redis comme chaque semaine, félicitations à Bérivin, Charbonne, Desestrés, qui essayent justement de sauver un peu le bateau, mais là, je pense que dans une telle spirale négative, que c'est quand même super compliqué au final, tu vois, même si elles font les efforts, qu'elles scorent un minimum. Oui. Ce que tu disais, tu vois, Bérivin qui met 16, Charbonne qui met 15, Desestrés qui met 9. Donc ça score un petit peu, mais après, trop compliqué. Trop compliqué. Trop loin, trop compliqué en fait. C'est ça. Et en plus, comme dit, tu fais face à une Charlène Soufflé qui met 23 points sur le match. C'est totalement injouable. Voilà. Prochain match pour Mulhouse, le 21, qui recevra les espoirs de Flamme Carolo. C'est ça, et qui ne sera pas une mince affaire non plus, parce que comme dit, les espoirs, elles sont aussi dans le top de la poule. Ouais, top 5. On enchaîne du coup sur Avenir Sportif Orly Basket contre Laza. Ouais, match de Laza 51-57 avec une belle surprise. Tout à fait. Surprise, en plus victoire un petit peu avec une équipe commando. Mathieu est parti à 8. Avec tout le monde, comme dit, c'est blessé, à savoir Léa, Lucie et Laura. Et très vite dans le match, en tout cas, il arrive à imposer son style et mettre de grosses situations défensives qui lui permettent de pouvoir scorer rapidement. Mais il est vite pénalisé par les fautes. En fait, il fait une première mi-temps qui est vraiment très intéressante. En deuxième mi-temps, comme dit, il est obligé de coacher De La Hogue, il est obligé de coacher Léa Holzmann. Donc, ça revient. Ça revient. Et sur le dernier quart, il arrive quand même à accrocher un petit peu. L'équipe d'Orly revient à moins 2. Mais la solidarité, la combativité, en tout cas de Weiersheim, a marqué quand même la situation et finissent le match à plus 6. Voilà, très bien. C'est une belle perf en tout cas pour Mathieu, qui voyage plutôt bien. Qui se retrouve au final... sur la complète bêtise, 3e au classement, c'est ça? Weiersheim, non, il est 2e au classement. 3e au classement. 3e au classement, c'est ça. 3e au classement de NF2 pour une première saison. Félicitations à lui. Et prochain match, le 28 février.
C'est ça. Donc elles jouent que dans 3 semaines. Elles ont potentiellement le temps de retrouver leurs blessés. Des blessés, C'est je ça, sais des pas blessés qui vont combien de temps revenir, elles en ont, mais Ouais. Des blessés légers qui risquent de revenir. On enchaîne sur la NF3. On a déjà vu Bervillers-Chirain, donc on va pas repasser. Défaite de Bervillers 60-68 avec un gros match de Kirenko qui a tenu le match. Et l'évêque surtout. Et l'évêque aussi, ouais, 22 points. 22 points. Kirenko 18. Et l'évêque avec 14 lancers francs. Et comme nous disaient Charlène et Thibaut sur le match, malheureusement à 15 sur 34 côté Bervillers. C'est la stat qui fera mal, je C'est pense, ça. en tout cas Compliqué pour de gagner le Bervillers. match. On enchaîne sur Champagnol-Gaispo avec une victoire logique de Champagnol 89-43. Logique, mais je dirais même non-match de Ouais, la part de Plus 50. notre équipe réserve Plus de Gaispo, 40. qui met 43 points, qui en encaisse 89. Match très compliqué, vraiment très très compliqué. En plus, il y a une des joueuses qui finit à l'hôpital, donc Cécile, c'est luxer l'épaule. Ah, mince. Voilà. En plus, comme dit, il joue contre 7 joueuses de Champagnol. Le 5 met 70 points. Ok. Voilà. Donc les choses sont claires. waouh. C'est vite réglé. Hein. C'est vite réglé. Après, bon, voilà, au niveau de la stat sur Gaispo, donc Cornet, elle met 13 et Marine, elle met 11 points. Et du coup, prochain match à domicile contre BCN. Le double derby. Le double derby, c'est ça. 21 la NF1, 22 la 22, NF3. NF3. On enchaîne sur BNS Wittenheim avec un match comme on les aime, 47-49. Ah ouais. Et un nombre de paniers marqués côté BNS, 2 sur le match. 9 paniers marqués, c'est ça 9 paniers marqués pour BNS. Et le reste, comme dit, c'est fait aux lancers francs. Ouais, Match de tranchée, C'est ça. comme on les aime. Un beau derby orinois. Je pense que c'était joli à voir quand même. Écoute, Vraiment. je pense Thibaut, que c'est parce que le tu public... n'aimes pas le basket féminin. Non, mais c'est le, pour ça non, que mais je le dis ça. public est venu en nombre, en tout cas. C'est Le pas public vrai. est c'est Je venu ne en pas nombre, regarde parce pas le que- basket féminin, c'est ça que tu dois dire. Voilà, exactement. On peut pas tout suivre non plus, tu vois. C'est vrai. Non, mais en tout cas, voilà, les joueuses de Laurent partent vraiment avec de très bonnes intentions. Hein, celles qui mènent en tout cas le début de match, que ce soit par Weissenhorn ou Barthes, en tout cas dans la peinture, voilà, qui mettent vraiment en tout cas l'accent sur la rencontre. Donc 14-8 pour BNS à la fin du premier. Il y a seul Klett qui essaye en tout cas de pouvoir essayer de, on va dire, éponger un petit peu l'hémorragie. Mais derrière ça, les filles de Wittenheim sont vraiment piquées au vif et infligent un 9-18 dans le deuxième quart, avec une Klett et une Bertrand qui sont sur tous les fronts. Donc l'axe 1-5 de Wittenheim a vraiment marqué sa patte sur le match. Retour de vestiaire, Laurent rebooste un petit peu ses joueuses. Ça revient un petit peu, il gagne le 3e quart 12-7, mais par contre le dernier quart est perdu et sera remporté par Wittenheim qui gagnera de 2 points. Ça s'est vraiment joué à rien du tout, hein. Il y a eu un vrai mano à mano en tout cas dans cette rencontre. BNS, Barthes, elle finit à 13 points, Arnold 10, elles sont à 26 sur 31 au lancer franc. Et Wittenheim, Klett, elle met 20 points. Eleonore, elle met 9 points, le Bertrand, elle met 9 points, 14 sur 26 au lancer franc. Gros match. Gros match. 14 sur 26 aussi. Prochain match, du coup, alors je pense qu'il y a une erreur, Manu, c'est pour ça qu'on regarde avec Thibaut. Ouais, mais, je me suis planté. Ouais, c'est BNS doit aller ailleurs qu'à Gaispo parce que Gaispo reçoit BCNA. Tout à et fait. par contre, Wittenheim reçoit Viria, du coup. Et donc, BNS. BNS va voyager en tout cas, je pense. Ouais, hein. je pense qu'ils vont voyager. Ils vont à Bourg. Je sais pas, je regarde Thibaut, mais il a pas la. On regarde nos amis de chez Bervillers. Est-ce que à Bervillers, vous savez où vont BNS? Non, on va regarder. On s'est trompé. On s'excuse auprès Ouais, de désolé, BNS. c'est pour le. On Ouais, j'ai s'excuse fait un auprès de copier-colle, BNS. je m'en excuse. On enchaîne sur BCNA contre Gielbourg. Défaite de Étienne à domicile 63-70. C'était un week-end noir pour les Pinks. Ouais, week-end noir, et c'est dommage pour Agno, parce qu'elle se voit stopper à domicile alors qu'ils étaient sur une série de 7 victoires de rang. Depuis leur lourde défaite à domicile face à Chirain le 9 novembre, et leur victoire, leur série de victoires s'est arrêtée contre Bourg-en-Bresse avec une 2 biès de Gala qui met plus de 20 points sur le match. Donc cette joueuse-là, ça fait quelques temps en tout cas qu'on en échange quand on parle de Bourg-en-Bresse, mais elle a vraiment fait ça, ce match-là. Elle est bien accompagnée par des joueuses avec de l'expérience comme Laetitia Mesgui et Barbossa dans la raquette. Donc voilà, ça a aidé. Je suis un peu peiné pour Étienne parce que la rencontre, il l'avait, mais comme dit, le premier quart fait mal, 14-19 pour Bourg-en-Bresse. Dans le deuxième quart, 13-10. Voilà, on pourrait se dire que ça tient. Dans le troisième quart, 19-19. Là, le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à stopper justement les joueuses de Bourg-en-Bresse. Pardon. Et dans le troisième quart, seul Heinrich Grua
qui essaye de sauver un peu l'équipe, qui met 5-3 points sur la rencontre. Ok. Mais ça aura en tout cas été en vain, vu que Bourg-en-Bresse remporte 7 victoires. Et du Ouais. coup, vas-y, tu voulais dire Non, moi je voulais faire un petit coucou à Étienne qui a vécu une semaine difficile la semaine dernière Ouais. et qui a peut-être pas aidé non plus à préparer ce match de la meilleure des Effectivement. façons. Donc je voulais faire un petit big up à Étienne. C'est ça, on pense à Ouais. lui, on pense fort à lui. Prochain match du coup pour BCNA, ils vont à Gaispo. le C'est 22. ça. Et donc pour la stade, Heinrich Grua 17, Glatt 15, Spicer et Léopold elles mettent 11 et Ben Ligui qui habituellement met des points et là elle met que seulement 2 points Que 2 points. sur la rencontre. Et on passe à la surprise du week-end, les derniers contre le haut de tableau. Viria qui joue Dutlenheim 79-77 et une défaite surprenante de Dutlenheim. J'ai limite envie de vous compter ce match. Non mais c'est... Il y a eu un peut repas de faire- famille Ouais, ce c'est week-end. ça, Non mais attends, parce que... Ou qu'il est passé chez lui. Hein. C'est vrai, moi, je crois. Là, il s'est terré comme jamais. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dutlenheim commence super bien le match. 9-20, pardon, fin du premier. À la mi-temps, il y a 24-44. Tu te dis, tu vis exactement le même match qu'à l'aller. Sauf que, là, déferlante de Viria, il y a eu 21 3 points sur ce match. 11 3 points pour Viria. 10 3 points pour Dut. Le match s'est joué à un rien. Le jeu des lancers francs sur la fin de match. Ça tombe du côté de Viria qui finalement a vraiment joué son va-tout sur ce match et a battu justement Dutlenheim de 2 points. Elles ont mis plus de 3 points que BNS a mis de panier. Ouais, C'est ouf quand c'est même. ouf. Non mais en vrai. Non mais elles ont limite mis C'est plus de bizarre. 3 points que... Non, elles ont mis autant de 3 points que ce qu'elles ont mis au lancer franc. Elles ont Non, fait mais 11 sur justement, 17 au alors, lancer franc. pour revenir sur ce match-là, en gros, moi, je me pose juste la question, c'est à la mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est pas un excès de suffisance ? Est-ce que, tu vois, se voir trop beau à la mi-temps ? En tout cas, Viria les a vraiment surpris et leur a vraiment fait comprendre que, en fait, elles avaient quand même envie et à cœur de pouvoir couper la tête, justement, des premiers, en tout cas, de la poule. Du haut de tableau. Ouais. Et donc, il a pris 3 points. En tout cas, moi, j'ai été vraiment impressionné de ça. C'est voir les 21 3 points marqués sur la rencontre. Ouais, j'avoue. C'est énorme. vraiment énorme. Et donc, la stat, félicitations à Oriane. Nux, ouais. Elle met 33 points sur le match. Donc, elle a vraiment été au niveau, en tout cas. Comme à l'époque quoi. Laurine, elle met 17. Mathilde, elle met 13. Elles font 11 sur 17 au lancer franc. Elles mettent 13 points. T'as la stat de combien Oriane met de 3 points ou pas? Non, Non. mais je peux l'avoir. Dans le prochain épisode. J'ai pas envie de chercher là. Prochain match, du coup, Dutlenheim recevra Bervillers à domicile. Donc un derby pour Bervillers et pour Dutlenheim où il va falloir se racheter. Tout à fait. Merci Manu. Merci, Merci les gars. Manu. On enchaîne sur la NM2 du coup avec toi Tip parce que Lio est toujours en vacances. Ouais. Big up à Lio aussi. Big up à Lio, on Big up à pense aussi Lio. à lui. On pense fort à lui. On attaque directement sur Tremblay contre Souffle avec une victoire de coach Daniel 55-68 et un trio de scoreurs intéressant. Ouais, alors déjà une victoire collective qui fait du bien et surtout une victoire de nouveau défensive puisque t'encaisses que 55 points à l'extérieur à Tremblay où c'est jamais évident d'aller jouer. À noter aussi un déplacement sans Lucas Dimer et sans Abdou Wadé. Donc t'as quand même deux joueurs majeurs de ton équipe qui sont absents, dont Lucas Dimer qui est quand même ton poste meneur, un. ton meneur titulaire. Maintenant, c'est la force aussi de l'ASA qui arrive à avoir, tu vois, t'as Léo Chan. Léo Chan, c'est un meneur remplaçant, mais dans n'importe quelle équipe, il peut être meneur titulaire. T'as Joris qui peut jouer poste 1-2. Donc, ils ont quand même de la ressource. Ils font un mauvais début de match parce que le début de match est en faveur de Tremblay qui mène 10-4. Après, Daniel, il s'adapte sur les pick and roll. Il passe un 12-0 qui les fait mener à la fin du premier quart-temps. L'apport des joueurs de rotation aussi, qui disait, dans le deuxième quart, qui est consistant et qui maintient Souffle en tête 33-27 à la mi-temps. Donc encore une fois, l'équipe, tu vois, de l'ASA est très importante. Et le troisième quart était crucial pour les hommes de Dany parce qu'ils maintiennent leur pression défensive et leur très bonne défense. Et Tremblay abdique 55-40 à la au début du dernier quart-temps. Et après, l'ASA qui déroule sur la fin de match pour gagner 68-55. Avec du coup, en termes de stats, un Noah Leicht. Noah Leicht à 17 points, Léo Chan à 14 et Joris Wagner à 14 aussi. Et c'est une victoire très importante
puisque dans le même temps, et ça va nous faire la bascule. Sur le deuxième match, qui était probablement le match le plus important des NM2, en tout cas dans ce groupe-là, dans le groupe D, qui était Holsheim contre Dourges, et la forteresse imprenable de Holsheim tient toujours. Avec une victoire de 1 point, 81-80. Et j'ai pas les mots. Vraiment, c'est ce que fait Holsheim. Alors c'est exceptionnel, oui, mais tu vois, c'est pas non plus surprenant finalement vu le niveau d'Holsheim, mais c'est exceptionnel dans le sens où putain, ils font une saison. Moi, félicitations à eux. Félicitations au staff, félicitations aux joueurs. Parce que tu commences à 0-3 et là, tu te retrouves limite à pouvoir rêver, être dans c'était le top 3. Hein. Ouais, c'est ça, c'était le point d'après. Mais aujourd'hui, le classement, c'est Dourges 1, Souffle 2 et Holsheim 3. Donc on en est là aujourd'hui, avec 2 Alsaciens, 2e et 3e. Donc, puis attention, t'as encore un match Holsheim-Asa. Asa, ouais. Qui avait déjà été gagné. Qui avait été gagné par Holsheim. Et là, tu vas jouer à Holsheim. Ouais, ça va être plus compliqué. Ça va être haletant, en tout cas, cette fin de saison. Concernant le match Holsheim-Dourges, du coup, qui se finit en 81-80. Donc Holsheim qui était 4e avant la rencontre. Donc Holsheim démarre très bien la rencontre, mené par Gaël, Félix, Bastien et David Acker. Ils mettent un 9-0 sur les 3 premières minutes. Donc déjà ils mettent d'entrée le ton et le rythme. Dourges qui stoppe l'hémorragie, porté par ses joueurs majeurs, Ngali, Joumar et Rokicki. Si je me trompe pas sur la prononciation. C'est un match qui est assez découpé parce que ça va pas mal sur la ligne des lancers. Dourges qui rate pas beaucoup sur la ligne des lancers. Holsheim qui propose un jeu collectif qui est de qualité et ça se voit sur la marque aussi à la fin parce qu'ils ont beaucoup de joueurs à plus de 10 points. Je crois que le meilleur scoreur c'est Lucas Belin avec 15 points. Après t'as David Acker à 14. Et surtout Lucas Belin qui a porté son équipe et surtout Mohamed aussi qui a porté son équipe, l'ancien de Dourges justement, qui leur a fait beaucoup de mal et beaucoup de bien en tout cas à Holsheim. Sur le deuxième quart-temps, sur le troisième quart-temps, il fait des gros stops défensifs, il met de l'énergie et en l'ayant vu jouer, c'est vraiment le mec que tu as envie d'avoir dans ton équipe, mais pas contre. Tu vois, c'est le mec qui va pas arrêter de parler, qui va te trash talk. Et sur des matchs comme ça, c'est hyper important. Tu vois, ça te galvanise vraiment l'équipe et les gars. Et du coup, sur la fin de match, c'était assez serré. Holsheim qui met des gros tirs. Lucas Belin qui assure sur la ligne des lancers à la fin. Et victoire 81-80, très belle victoire collective. Pas besoin de rentrer plus dans les détails, mais vraiment là ce qui prime, c'est vraiment le collectif. C'est ça, tu le vois même sur le scoring, parce que du coup j'allais rebondir sur ce que tu disais sur la victoire collective, avec un Si à 14 points, Félix Bastien à 12, David Acker à 14, Belin à 15 et Habib Dalla à 8. C'est réparti, quoi. J'ai voulu souligner, tu vois, la performance de Younes Habib Dalla, je suis content pour Younes. C'est un mec qu'ils ont cherché quand même en prénat. Il jouait en prénat l'année dernière à la SIG, et là cette saison il fait une très bonne saison du côté d'Holsheim dans son rôle, mais là tu vois sur un gros match comme ça, il arrive à mettre 8 points, il te met des en bout de chaîne, il arrive à te planter des tirs post-up, 3 points, et c'est des tirs qui comptent à la fin, et donc je tenais vraiment à souligner aussi cette prestation. Prochain match à Courbevoie, et là ça va être aussi décisif pour Holsheim parce que Courbevoie qui a gagné contre Kaisersberg 75-84 à Kaisersberg. Donc match important aussi pour Holsheim. Et on arrive sur le match KB-Courbevoie avec une défaite de KB. KB qui enchaîne une deuxième défaite consécutive malheureusement. Début de match équilibré, 11-9 pour Courbevoie, les deux équipes qui attaquent très bien. Courbevoie qui prend beaucoup de rebonds offensifs en première mi-temps, ils sont à 10 rebonds offensifs en première mi-temps. Trop de deuxième chance. Trop de deuxième chance et qu'ils arrivent à convertir. Et surtout, je pense que ça a dû aussi arriver dû à l'absence de Jérémy Nicolas qui était absent. Et on sait que c'est un joueur majeur quand même dans leur secteur intérieur à Kaisersberg. Fin du premier quart-temps, 22-19 pour Courbevoie. Deuxième quart-temps, KB qui est plutôt bien en attaque. Le ballon qui est moins bien en attaque, le ballon qui a plus de mal à circuler. Ils ont beaucoup moins d'adresse, ils finissent à 35 points à la mi-temps. Donc ils mettent 16 points dans le deuxième quart-temps, ils sont à 44-35 à la mi-temps. Ils font un gros run sur les 7 premières minutes de la deuxième mi-temps.
Ils gagnent jusqu'à 59-53. Donc ils prennent un plus 6. Ils prennent un plus 6 en ayant été à moins 9, donc gros run. Et ensuite, ils rentrent dans les rotations. Et là, ça commence vraiment à être compliqué. La seconde unit qui n'est pas au niveau sur ce match. Tu vois, ils encaissent et à ce 8-0, niveau-là, quoi. ça pêche. À ce niveau-là, tu n'as pas le choix. Tu vois. Ils encaissent un 8-0 sur 3 possessions. Ils encaissent un 8-0 sur 3 possessions. Jusqu'à 2 minutes de la fin, ils sont à égalité. Et après, ils encaissent du coup ce 8-0 porté par un Aziz Nkene, l'ancien de Souffle, qui a été très bon avec 14 points, 12 rebonds. Ils prennent un tir à 3 points sur jeu rapide et un de Katukala. Désolé pour la prononciation, mais celui-là, il est un peu chaud quand même. Katukala, ouais. Et Katukala, qui finit MVP du côté de Courbevoie, parce qu'il finit avec 18 points, 9 rebonds, dont 5 offensifs et 8 passes décisives. Ouais. Et donc, le dernier tir et le dernier a fini à finir le match, et Guélan qui a mis beaucoup de drive. Voilà. Et prochain match, du coup, prochain match pour toi, Lio, à US La Charité. La Charité. À noter aussi quand même du côté de KB, Choter qui a fait un match intéressant et Oumoudé qui a eu un bon passage dans le 3e quart-temps. On enchaîne sur la NM3 rapidement. Du coup, premier match, Viry-Châtillon contre Vob avec une nouvelle victoire du Vob, 76-90. Ouais, grosse victoire importante, déplacement qui était un peu redouté par coach Minet, et pour cause, parce que la Lanterne Rouge, ils en ont collé 30 à Mirecourt, par exemple, et que le Vob souffre toujours des absences aussi de Bourblanc, et sur ce match-là de Beaufort, qui est important aussi dans leur rotation, puisque c'est un peu l'homme à tout faire. Il démarre bien le match avec une grosse adresse à 3 points. Ils en mettent 11 en première mi-temps. Mais par contre, en défense, ça souffre un peu encore et toujours. Ça a toujours souffert en défense cette saison, je crois. Côté Vob, hein. Ouais, mais après, si tu arrives à marquer plus que un l'adversaire, un point de plus, c'est un peu leur philosophie, j'ai l'impression. Romain Baillet qui score 11 points de suite, ce qui permet aux Barinois de mener 53-48 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, c'est Flo Delvar qui fait parler son expérience et sa domination au rebond. Alors Lio a marqué domination au rebond parce qu'on n'a jamais été très dominant au rebond. C'est pas son jeu, tout le temps là. Avec tout le respect que j'ai pour mon pote Flo, mais voilà. C'est Lio qui nous a donné les informations. Ça n'a jamais été le rebondeur ultime non plus. Et qui a été épaulé par Sorata Cissé qui plante 2-3 points. Ils finissent à 16-3 points sur le match. Et après, finalement, c'est quand même des bonnes défenses du Vob qui permettent de gagner et de recoller dans la première partie de classement. Exactement, ils sont 6e à date. Prochain match contre Chenov. On va passer rapidement aussi sur Furdenheim Prismacon contre Prissé. Ils ont perdu 65-80. C'était un non-match. Non-match, et en même temps, quand tu mets 65 points, c'est compliqué de gagner un match. Ah, tu joues les premiers. T'es avant-dernier, tu joues les premiers, hiérarchie respectée. Moi, les retours que j'ai eus, c'est première mi-temps compliqué. Deuxième mi-temps un peu mieux. Voilà ce qu'on m'a dit. Donc, ouais, ils ont match démarque avec une grosse attaque, un 26-20 à la fin du premier quart-temps, et avec une adresse longue distance, ils creusent encore plus l'écart. À la mi-temps, il y a 50 à 26. Fufu met 6 points dans le deuxième quart-temps. À la mi-temps, il y a 50-26. Mais ils lâchent rien, ils remportent quand même les 2 derniers quart-temps, 21-15 et 18-16. Ouais, bien sûr, après je pense qu'ils ils sont adaptés. Après, le côté Prissé a dû gérer. Beaucoup trop. Et voilà, il y a trop d'écart. Donc prochain match à Moneto. Célesta contre Eri, contre Phoenix Eri, avec une nouvelle défaite de Célesta, 75-86. Ouais, alors c'est une défaite contre le leader. C'est pas forcément une mauvaise défaite quand tu vois qu'ils finissent à 11 et que quand tu écoutes Coach Joseph, en fait ils ont pris des runs qui leur permettent pas de revenir. Ils ont eu des trous d'air qui leur font perdre le match, mais globalement c'était un très beau match emmené par Alexis Geist qui confirme sa bonne dynamique de 2026 et qui confirme qu'il a réussi à passer ce step aussi de la prénat à la N3. Alexis Geist qui fait un Alexis Geist de gala, 21 qui points. Finit à 21 points, ouais. Il y a 20-20 à la fin du premier quart-temps. Densité physique et athlétique de Moneto, qui se fait ressentir directement contre des joueurs de Célesta qui sont pas physiquement à la hauteur de ce que Moneto peut avoir. En tout cas individuellement si tu veux.
Et Célestat sont qu'à 4 points à la mi-temps, 40-36, grâce à son capitaine Charles, Sam Hébert et Alexis Geist. Et par contre, en seconde période, c'est les frères Diop du côté de Moneto, qui dictent un peu la leçon et qui ont eu raison de la belle combativité des Célestadiens. Prochain match, à Nuit-Saint-Georges. Donc un match à prendre pour Célestat. Un match ultra important pour Célestat à prendre pour. On avait donné le match de Moneto. Donner un peu d'air, quoi. Les Mustang Association, donc Mulhouse-Pfastatt contre Nuit-Saint-Georges, justement, avec une défaite de Mulhouse, 74-83. Malheureuse défaite à domicile, Mulhouse qui était ravi de voir leur capitaine Quentin Dill revenir, mais ça n'a pas suffi face à des Bourguignons qui sont venus à 7 joueurs. Ils ont réussi à gagner à 7 à l'extérieur, c'est très fort. La tactique, défense de zone compacte. Mais Mané domine dans la peinture 17-10 à la fin du premier, donc c'est très bien. Shidano limité qui finira à 30 points à la fin du match et permet à Nuit Saint-Georges de recoller au score. Le troisième quart démarre bien avec un 14-2, avec un Mané qui fait le show et ça a réveillé l'orgueil des visiteurs. Et là, c'est la douche froide parce qu'ils encaissent un 17-0. Donc 53-56 à la fin du troisième. Ford qui stoppe un peu la débandade, mais offensivement, il ne trouve plus de solution. Et les hommes de Mathieu Gita qui s'inclinent malheureusement 83-74. Et prochain match à Prissé-Mâcon, du coup, pour les Mustang Association. Match important, éveil sportif Montmoreau contre Riedisheim et une victoire de Riedisheim qui permet à coach Laurent Mining de se retrouver 3e au classement. Riedi qui confirme. Et j'ai discuté avec, depuis que Laurent est venu. C'est ça. Et j'ai discuté avec lui par message interposé hier et il me disait je t'avais dit que j'étais à 2 victoires d'être 3e et je le suis. Et félicitations à Riedisheim pour avoir pris cette 3e place. Tous les coachs ils vont nous appeler pour venir maintenant. Tu vois, venez. Sont dans la zone rouge. Appelez-nous. Allez, on souhaite la même chose du coup à Berville. Non, Riedi qui continue sur sa lancée, match très offensif à l'extérieur. Encaisser plus de 80 points quand tu vas jouer à l'extérieur, c'est jamais évident pour gagner un match, mais ils arrivent à en mettre 90 parce qu'ils ont été portés par un très très grand Kevin Walter qui finit à 33 points, dont 9 3 points. Voilà. Donc il met autant de 3 points que BNS à BNS. Tu vas insister avec ça. Hein. On s'excuse auprès de tous les gens de BNS. Et si vous voulez râler, on est une équipe. C'est pour la vanne. Personne ne m'en voudra à BNS. J'espère pas. Tu joues là-bas? Non, qui ont été portés par un gros Kevin Walter. Et c'est un match très offensif. Ils n'arrivent pas trop à faire de stop. Ils arrivent à creuser un premier écart avant la mi-temps, pour rentrer à 52-44 à la mi-temps. Et au retour sur le parquet en deuxième mi-temps, par contre, ils arrivent à alterner, ils s'appuient sur Kamalen Sangou et Quentin Klingelschmidt, qui eux aussi sont dominants dans la peinture. Et à la fin du troisième quart-temps, ils sont à 76-60. Donc un bel avantage à la fin du troisième. Les Jurassiens qui durcissent un peu le ton, qui arrivent à revenir parce qu'ils imposent une densité physique qui perturbe un peu la mécanique de Riedi, qui provoque quelques pertes de balles. Mais après, dans le money time, les coéquipiers de Jules Binert qui retrouvent leur sang-froid et concrétisent les derniers lancers pour s'imposer logiquement 90-83 et enchaînent une 5e victoire de suite consécutive. C'est beau. La Manita. Félicitations à eux. Et très content en tout cas pour Riedisheim. Moi je suis content de voir des équipes alsaciennes en haut de tableau, donc c'est ça le principal. Hein. Juste Riedisheim prochain match contre Viry-Châtillon au Bartholdi le 24 février. Juste un point, pardon, je suis revenu sur la mauvaise feuille. Donc en bas c'est Célestat. Du coup pardon, on va reprendre donc avec Furdonheim Célestat qui sont de classement 12e et 11e avec des équipes qui sont encore derrière. Malheureusement. Ouais. Mulhouse qui est non relégable 9e et le VOB qui est 6e et Riedisheim du coup qui pointe à la 3e place. Félicitations à Riedisheim. Et Célestat qui est à 2 victoires de la 9e place. Quoi. C'est ça. Donc, c'est un gros groupe. C'est surtout face à Saint-André-les-Vergers. C'est ça. Messieurs, dames, vos MVP du week-end. Allez Manu. Alors moi chez les filles, Romane, Mélissa Klett et Aurène Lux. Moi, chez les garçons, je vais mettre Mohamed Oussi, Kevin Walter. Pour moi, Kevin Walter en 1. Mohamed Oussi en 2. Et en
Non. Gilles Noël en 2 et Mohamed Oussi en 3. Parce qu'il faut mettre un joueur de Holsheim dans cette grosse victoire. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Mohamed Oussi ou Lucas Belin, mais Mohamed Oussi parce qu'il a eu un vrai apport aussi. Ok, clair pour moi. Merci. On enchaîne sur les chroniques d'Elsa ? Oui. Allez, les chroniques d'Elsa. Salut Elsa. Salut Fabien. Manu, tu veux nous faire un petit jingle ? Je vais le faire. Ouais. Tu peux le faire. Il va demander à Lia. Allez, Ouais, vas-y. on a eu de belles stats, encore une fois, pour Marie-Paul Daly, qui fait 2 énormes performances. Bon, par contre, c'est 2 défaites frustrantes, mais sur son match d'Euroleague, elle met quand même 16 points. Elle prend 4 rebonds, 3 passes décisives. Contre Lyon en championnat, pareil, 16 points, 1 rebond, 1 passe décisive. Donc, dommage pour les défaites, mais par contre, elle y va. Hein. Mais un point important sur MP Daly, c'est sa présélection pour le TQO. Elle est présélectionnée dans la liste des 24. Donc, aussi. Donc, félicitations très fort. Ouais, félicitations à elle. Pour Pauline Littard, elle gagne de 25 points contre le Pôle France. Pas... Pauline. Ouais. J'ai joué. Ah oui, t'as joué avant. Pas un gros scoring, elle met que 2 points. Par contre, elle donne 9 passes décisives dans le match. Donc, Dans le texte, quoi. Ouais, et puis après, quand tu gagnes de 25 contre le Pôle France, c'est ça. C'est aussi un bon déplacement. On est parti le matin, aller rentrer le soir. Et... Ils sont à 2h. Ouais, ça va. On a 2h. pour Marine Dursus, j'ai pas de stats ce week-end. Je pense qu'elle n'a pas joué. Do not play. Voilà. Emma Paytour, elle fait un super match. Elle a mis 10 points, 1 rebond, 2 passes décisives contre Bourges, plus la victoire. Voilà. Thibaut. Quoi ? Paraît-il qu'elle doit faire des grosses perfs contre des grosses équipes et non pas que contre du bas de tableau. Ouais, mais ça. pour pouvoir jouer, mais au final, regarde, elle a eu du temps de jeu. Au final, elle a eu du temps de jeu et elle a performé. C'est juste qu'avant, son coach, il lui donne pas de temps de jeu. C'est ça. Ouais, des Ça me rappelle saisons, quelqu'un, C'est pire que ça, tu vois. Ça me rappelle quelqu'un. Il lui a donné du temps de jeu sur un match où elles ont clair. où elles ont fait un blowout. Elle a joué 30 minutes, je crois. Ouais, Et là, tu vois, contre des grosses équipes, tu fais confiance à tes joueurs, à tes joueuses, derrière, ça performe. Ça serait pas un message pour le coach de Baskonia ? C'est un message pour plein de coachs. Ouais, chez les garçons, du coup, Nico Lang, il perd à Cholet, à domicile contre Cholet. -8, il score 9 points, 2 rebonds, 1 passe décisive. Ok. Ouais. Match un peu compliqué. Ouais. Après, Cholet qui est une grosse équipe. Ouais. C'est l'autre tableau. Et Hugo ? Et Hugo, il finit avec 16 dévals, il met 10 points, 3 rebonds, 6 passes décisives. Mais il perd. Mais il Poste perd. 4, 6 passes décisives. C'est Voilà. beau, hein. Merci. Mais de toute façon, pour moi, le poste 4, c'est le deuxième meneur sur le terrain. On est d'accord, c'est lui qui distribue. Ouais, ça dépend de ton poste 4 quand même. En vrai. Thibaut RM2, je suis pas sûr que c'est le poste 4 qui distribue. Ouais, t'es pas obligé de descendre Regarde aussi des matchs bas. de volley, tu verras. Poste 4, c'est le deuxième meneur sur le terrain. Ah oui, bien sûr, mais moi je suis d'accord avec toi. Mais Ouais. faut avoir quand même le poste 4 capable de le faire. Ils ont Hugo, donc ça va. Pour Franck Nikina, toujours pas de stats. Toujours pas de match. Hein. Ouais, Non, mais il toujours jouera pas. de match. Franck, il jouera pas. Faut lui trouver une porte de sortie. Et j'ai trouver une équipe. hâte de voir où il va atterrir. quoi. Ouais. Il va renforcer une équipe sur une fin de championnat pour des playoffs. Et Il devrait faire un two-way, tu vois, il devrait aller à Monaco, du coup. ils peuvent pas le payer. Si, le prince Albert, il peut payer, non ? Il a pas dit qu'il voulait sortir le chéquier ce matin ? Nadir Ifi, c'est 3 matchs dans la semaine là. 2 matchs d'Euroleague, c'est 2 défaites. Dommage, mais pour les stats, il met 17 points contre le Bayern, 3 rebonds, 5 passes décisives. Le match d'après contre le Fener, 23 points, 3 rebonds, 4 passes décisives. Et par contre contre Nancy, il me semble, victoire, et il met 6 points, 2 rebonds, 7 passes décisives. Moi, j'ai une interrogation. Que les matchs de Euroleague. J'ai une interrogation sur Nadir Ifi. C'est fin de saison ? Il va où ? Il Grosse reste. écurie européenne ou Pour moi, il reste. Ouais, je pense aussi. Il a signé 2 ou 3, je crois. 2 ou 3 ans. Pour moi, il reste. C'est pareil. Il a les clés de la baraque, mais- C'est son équipe, c'est son jeu. À voir ce que Paris va faire aussi, NBA Europe, Euroleague. Voilà. Mais pour moi, c'est son jeu. Sauf si il se barre en NBA. Alors là, c'est un autre débat. Mais pour moi, je suis pas sûr qu'il parte dans une autre équipe Euroleague. Et s'il part dans une autre équipe Euroleague, et je l'avais déjà dit, et Mike James l'a redit, c'est attention, il va lui falloir du temps d'adaptation à Nadir. Parce que le jeu de Paris, c'est le jeu de Paris. Ouais. Et le jeu de Paris correspond au jeu de Nadir. Je suis Ou le d'accord. jeu de Nadir correspond au jeu de Paris. ouais, plutôt. Mais le jeu de Nadir ne correspond pas. Franchement, tu le mets au Fener,
il va lui falloir un temps d'adaptation, tu vois, si tu veux un Ouais, mec comme je suis ça au d'accord. Fener. Je suis d'accord. Mais je dis pas du tout qu'il va pas pouvoir réussir. Au Ouais, contraire. je suis d'accord. Complètement d'accord. Mais pas que les gens s'attendent à le voir jouer exactement de la même façon. Ouais. Complètement d'accord. Clément Frisch, défaite contre le Barça en Euroleague. Il met 2 points et prend un rebond. Il joue que 7 minutes. Et en Ligue espagnole, il met 6 points, 2 rebonds en 17 minutes de jeu. Qui joue un peu plus déjà en Ouais. Ligue. C'est déjà bien. Ouais, il joue un peu plus en Liga, hein. Ligue. Et Mm. voilà, il va gratter du temps de jeu petit à petit. Hein. Ouais, Anthony Labanca, 2 victoires en Eurocup. Il met 10 points, prend 4 rebonds, 24 minutes de jeu. Et en championnat de France, 12 points, 3 rebonds, une passe décisive, 14 dévals, propre. Mhm. Ouais, il fait un très bon match. Ouais. Hein. Match 12 contre points, Lyon, 14 il est DA. totalement fou, hein. C'est ce que j'allais revenir sur le contre match Lyon. de Rocup. Putain, Il est- Ouais. C'est un match de malade mental. C'est un match de la malade fin de mental. match, elle est... mais, Ouais, il gagne d'un point. Ouais, ouais. Et le tir ouvert qui incroyable. Ouais. Dommage que ce soit pas Rondo qui le mette. Et pour finir avec Léo Westermann, il met 10 points, 1 rebond, une passe décisive en 18 minutes. Il a de gagné jeu. Ouais, il a gagné. C'est ça le principal. C'est ça le principal. Ouais. Ils vont monter. Ils Ils vont vont- monter. Ils vont monter. En route pour la Ouais. première div, et il va prolonger et Il fera une il saison va en Espagne. refaire une saison en Liga CV Et et c'est- Manu sera content. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. Merci Elsa. Je t'en prie. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Full Court Alsace. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube. Il faut activer la petite cloche, il paraît. C'est ça. Oui. Hein, voilà. Il faut activer la petite cloche. Il faut bien nous follower. Ça nous fera plaisir de vous avoir. Retrouvez-nous aussi sur Insta. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, avec les vlogs de la stagiaire de Elsa qui nous fait ça régulièrement. Et on se rejoint la semaine prochaine. Allez, à plus. Ciao.